Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nous sommes en direct pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Et ce soir, je vous propose de suivre l'actualité en Turquie. À moins d'une semaine du second tour de l'élection présidentielle, la campagne bat son plein pour les deux candidats, Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu. On tentera donc de décrypter et d'analyser leur discours pendant cette campagne, la stratégie de chaque candidat pour espérer gagner justement le scrutin, les enjeux de ce second tour. Tous ces aspects seront décryptés par nos invités. À tout de suite. Rappelons tout d'abord que pour cette élection, Erdogan et Kılıçdaroğlu sont sortis du premier tour pratiquement au coude à coude, bien qu'Erdogan ait conservé l'avance avec 2,5 millions de voix par rapport à son rival social-démocrate. Entre les deux tours, que se passe-t-il? Les deux candidats poursuivent en tout cas leur campagne et ce lundi, il y aurait eu des développements puisque le candidat Sinan Ogan, arrivé troisième au premier tour, a donné ses consignes de vote. Il annonce son soutien au candidat Erdogan. J'annonce que nous soutiendrons Recep Tayyip Erdogan, le candidat présidentiel de l'Alliance populaire au second tour des élections. J'invite tous les électeurs qui ont voté pour nous au premier tour à soutenir M. Erdogan lors du second tour. Alors pour parler de l'impact de cette annonce et des enjeux du second tour, j'ai le plaisir de recevoir Selçuk Demir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat franco-turc spécialiste de la Turquie. Et de Madrid, on retrouve Bahram Mikail. Bonsoir, monsieur Mikail. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales, spécialiste du Moyen-Orient et vous enseignez à l'Université de Saint-Louis, campus de Madrid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, le troisième homme de ces présidentielles, Sinan Ogan, avec un résultat de 5% des voix exprimées au premier tour, appelle à voter pour Erdogan. Est-ce qu'on s'y attendait, Selçuk Demir, connaissant les convictions de l'homme et son engagement politique? Alors, il faut savoir que Sinan Ogan a un électorat qui est plutôt conservateur, nationaliste, et dans la mesure où pendant ces élections présidentielles, le débat a plutôt glissé à droite et qu'on a un électorat conservateur de la profonde Anatolie et plutôt patriote qui s'est mobilisé un peu plus que lors des précédentes élections, on peut en effet ne pas être forcément surpris par le choix de Sinan Ogan, oui, qui semble correspondre un peu plus aux aspirations de son électorat. D'autant plus que la coalition d'opposition représentée par Kılıçdaroğlu est également soutenue par le parti dit, entre guillemets, pro-kurde, le HDP, oui, qui, comme vous le savez, a des thèses qui sont à l'encontre de celles défendues par Sinan Ogan, notamment concernant la situation vis-à-vis du PKK, ou en tout cas la politique étrangère de la Turquie en Syrie ou en Irak. Donc, le choix de Sinan Ogan n'est pas une surprise. C'est compréhensible, oui. On aurait pu également penser qu'il ne se prononcerait pas, ou en tout cas qu'il inviterait ses partisans, oui, ou ses électeurs à se prononcer en fonction de leur choix propre. Il a fait le choix d'appeler à voter Erdogan, et je pense que définitivement, ça achève l'idée, ça consacre l'idée que Erdogan a de fortes chances d'être élu dimanche prochain, dimanche de la semaine prochaine, au regard notamment de son score très important au premier tour. On va y revenir, Demir. Selçuk, Sinan Ogan dit en tout cas avoir été approché par les deux candidats et qui n'a pas pensé à son intérêt personnel. Bahram Mikail, comment percevoir ces déclarations?
Alors, bon, pour commencer, je rejoins globalement l'analyse de Selçuk Demir. Dans le même temps, j'apporterai juste une nuance. C'est-à-dire que là où je rejoins l'analyse, c'est effectivement le fait qu'il y a un électorat qui est derrière Sinan Ogan, qui l'indique ou qui l'oriente, on va dire, dans le choix qu'il a orienté, dans le choix qu'il devait opérer. Donc, je n'exclus pas cette donne-là. Mais dans le même temps, je serai un peu plus nuancé concernant, on va dire, la nature des arguments que Sinan Ogan aurait sollicité auprès de chacun des candidats, auprès de Kılıçdaroğlu et auprès d'Erdogan. Ce que je veux dire par là, Oui. c'est qu'on a bien vu à travers ces élections et à travers les orientations d'Erdogan et de Kılıçdaroğlu que finalement le nationalisme était très fortement présent dans la campagne. Et en ce sens-là, je crois que les deux candidats pouvaient rejoindre une grande partie des aspirations de Sinan Ogan. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que Sinan Ogan, qui lui-même est issu du MHP, qui est dans l'Alliance populaire, Oui. avec l'AKP. Sinan Ogan lui-même, je crois, a des critères, ou pourrait avoir des critères, notamment, je pense, notamment à sa posture sur les réfugiés syriens, qui pourrait rejoindre au contraire Kılıçdaroğlu et l'Alliance de la Nation. Donc, je crois que malgré ce qu'a dit aujourd'hui dans sa conférence de presse Sinan Ogan, malgré ce qu'il a dit sur le fait qu'il ne sollicitait pas de poste en particulier, qu'il rechercher l'intérêt de la Turquie, etc. Je n'exclurai pas pour autant une part de calcul politicien aussi qui soit présente au sein de sa démarche et au sein du soutien. Mais il est vrai qu'il a laissé le suspense jusqu'à dernier moment et qu'on pouvait également s'attendre à ce qu'il ne fasse pas le choix au final. Qu'en pensez-vous sur ce point, Selçuk Demir? Pourtant, on va dire que ce troisième homme dit ne pas avoir pensé à ses intérêts. Alors, c'est un euphémisme que de penser que un homme politique pourrait être amené à avoir des visées politiciennes en fonction de son choix concernant le candidat du second tour. Il est évident que malgré ces déclarations, le choix de Sinan Ogan est d'abord et avant tout politique, voire même, si on est un peu plus péjoratif, politicien. Il l'est, comme l'a indiqué votre intervenant, pour des raisons liées à sa proximité avec le MHP, dont il était issu, mais dont il a été exclu par ailleurs, mais aussi, comme je l'ai indiqué, en raison des thèses soutenues par une partie de son électorat. Oui. Il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que Sinan Ogan a pu également faire ce choix parce que, bon an mal an, et c'est une réalité mathématique, il y a quand même de fortes chances pour que Erdogan soit réélu, dans tous les cas. Oui. Donc, dans ces conditions-là, et quand on est un homme politique qui évidemment aspire à un futur radieux concernant la politique, on choisit évidemment plutôt le camp du vainqueur plutôt que celui du vaincu. Ça me semble également un critère dont il faut tenir compte. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'électorat justement de Sinan Ogan tourne le dos à Erdogan, Selçuk Demir? Alors, les électeurs qui ont voté Sinan Ogan l'ont fait forcément parce qu'ils ne souhaitaient pas voter ni pour Erdogan, ni pour Kılıçdaroğlu. C'est une sorte de troisième voie, en quelque sorte. Oui. C'est ni le candidat président, ni le candidat de l'opposition. Donc, on peut en effet penser qu'un certain nombre d'électeurs n'iront pas voter, tout simplement, boycotteront l'élection. Mais je ne pense pas pour autant qu'une partie des électeurs aille, en protestant le choix de Sinan Ogan, voter Kılıçdaroğlu pour une raison extrêmement simple, c'est que l'alliance de fait entre le candidat d'opposition Kılıçdaroğlu et le HDP, donc le parti pro-kurde, a à mon avis fortement refroidi une partie de l'électorat nationaliste, dont celui de Sinan Ogan. Donc je pense que dans tous les cas, la majorité de ceux qui ont voté Sinan Ogan iront voter Erdogan au second tour, ce qui consacrera un peu plus la victoire de ce dernier dimanche de la semaine prochaine. Alors, est-ce que les deux candidats réussiront en tout cas à mobiliser les électeurs indécis? On parle de plus de 8 millions d'électeurs qui ne sont pas allés voter au premier tour. Bara Mikail, cela nous amène à nous intéresser au déroulement de cette campagne d'entre-deux tours. Comment, si on devait justement analyser les discours et la stratégie des deux candidats, quel est le principal enjeu?
Alors, une fois encore, le nationalisme est extrêmement présent au centre de cette campagne, au centre des différents enjeux. Et dans le même temps, c'est un nationalisme qui se décline à travers deux aspects globaux, je dirais. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un peu cette notion. Alors, je ne suis absolument pas fan ou partisan de la théorie qui veut que Erdogan cherchera à faire revivre l'Empire ottoman. Absolument pas. Mais cela étant dit, il y a une projection historique, une profondeur historique sur laquelle bâtit Erdogan pour montrer qu'effectivement, il serait le fer de lance de cette fierté que la Turquie veut retrouver et veut mettre en avant sur la base de ses origines, en fait, sur la base de sa profondeur historique, une fois encore. Et je crois que de son côté, Kılıçdaroğlu a plutôt voulu une fois encore, mettre le nationalisme au centre, d'une manière un peu plus proche ou qui nous fait plus penser à Atatürk qu'elle nous ferait penser à l'Empire ottoman, mais tout en orientant les choses plus vers un futur. C'est-à-dire que Atatürk bâtit sur Erdogan bâtit sur ce qu'il a consolidé, alors que Kılıçdaroğlu dit non, il y a une voie à appuyer qui sera plus faite de développement, de perspectives et ainsi de suite. Donc, est-ce que cela correspond à ce que veulent les électeurs? Incontestablement. Il faut quand même garder en tête le fait que on a vu beaucoup d'analyses se tromper concernant l'enjeu, concernant économique. Oui, l'enjeu économique notamment. On a beaucoup cité justement l'enjeu économique, Bahram Mikhail. Alors oui, mais sur l'enjeu économique, je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis que l'AKP est au pouvoir, la brèche s'est élargie entre la catégorie la plus riche de la population et la catégorie la plus pauvre. Et la Turquie rejoint également une forme de concert des nations qui est vérifiée à niveau international, notamment d'après ce que montrent les rapports de la Banque mondiale, c'est le fait que les classes moyennes s'appauvrissent. Donc il y a effectivement un gros problème en Turquie. Mais dans le même temps, ce problème socio-économique n'a pas empêché Erdogan d'être favorisé, d'être consolidé, non seulement dans la Turquie des centres, mais également dans certaines zones, notamment les zones qui ont été victimes des tremblements de terre, malgré ce que l'on disait sur le fait qu'il y avait plutôt une rancune qui pourrait jouer contre lui. Donc en ce sens-là, je rejoins effectivement ce que dit Selçuk Demir sur le fait qu'il y a de fortes chances que Erdogan soit élu. Je crois que les choses semblent l'indiquer en ce sens-là. Ça va être intéressant pour l'avenir, incontestablement. Mais dans le même temps, pour retourner à votre question sur ce qui fera, on va dire, ce sur quoi les candidats vont essayer de jouer pour faire la différence lors de ces élections, je crois que c'est effectivement plus Kılıçdaroğlu qui est dans une posture qui est un peu sensible. Et en ce sens-là, je crois que ça la rengaine sur le fait que la rengaine liée à tout ce qui concerne les réfugiés syriens, à tout ce qui concerne les problèmes économiques, à tout ce qui concerne en fait tous ces enjeux qui ont été très présents dans la campagne sur laquelle il a joué jusqu'à présent. Je crois qu'il n'a pas d'autre choix que d'essayer de jouer ou de forcer le trait à nouveau dessus. Kemal Kılıçdaroğlu qui a justement, vous l'avez dit, durci le ton, durci son discours vis-à-vis notamment par rapport justement, il a parlé beaucoup plus du dossier de l'immigration. Comment l'analysez-vous, Selçuk Demir? C'est-à-dire que la question des migrants en Turquie est une vraie question qui pose des difficultés en termes économiques, en termes sociaux, en termes identitaires même, je dirais, parce que il y a d'abord un nombre extrêmement important. Alors, d'après les chiffres, c'est de l'ordre de entre 5 et 6 millions de réfugiés syriens, afghans, mais aussi d'autres nationalités qui, au gré notamment de l'instabilité au Moyen-Orient, portent son choix de migration plutôt vers la Turquie. Donc forcément que tout cela trouble un peu la stabilité de la société turque et que ça renforce un air de xénophobie qui, malheureusement, de temps en temps, pèse un peu, et on l'a vu ces derniers jours de plus en plus, notamment parce qu'il y a une partie de l'électorat qui est très sensible. Après, ce qu'il faut également noter, c'est que Kılıçdaroğlu est à la tête d'une coalition qui est extrêmement hétéroclite. Il y a de nombreux partis en son sein. Alors, on a la social-démocratie de gauche, le CHP, donc le parti présidé par Kılıçdaroğlu. On a un parti nationaliste de droite issu d'une scission avec le MHP, le İYİ Parti. On a un parti islamiste, le Saadet Parti. On a des anciens lieutenants d'Erdogan qui sont présents au sein de ces coalitions. Et puis, on a cette alliance de fait avec le HDP et le parti pro-kurde. Je veux dire, il y a tellement de diversité, il y a tellement d'opinions qui vont dans tous les sens, tant du point de vue, d'ailleurs, de la théorie politique
que des origines historiques de ces mouvements-là, qu'on n'y voit pas vraiment de cohérence. C'est-à-dire qu'il est difficile aussi de pouvoir se projeter réellement sur la politique que va mener Kılıçdaroğlu s'il est élu, tellement justement cette politique est peu lisible en raison du caractère très hétéroclite, très hétérogène de cette coalition dont il est à la tête aujourd'hui dans le cadre des élections. Quel sera justement l'avenir de cette opposition, Bahram Mikhail, en prenant en compte ce que vient justement d'expliquer Selçuk Demir? Je crois qu'on voit bien qu'on a pu entendre qu'il y aurait une érosion du pouvoir qui s'installerait en Turquie, mais je crois que malgré le fait que effectivement l'AKP et Erdogan font un score, on va dire, moins bien honorable que ce qui a prévalu le long de ces 20 dernières années, il n'en demeure pas moins qu'il y a une base solide sur laquelle il est bâti. Mais l'aspect intéressant, c'est effectivement ce qui se passe du côté de ces différentes formations de l'opposition qui, effectivement, comme votre invité l'a souligné, montre d'une certaine fragmentation, d'un grand hétéroclisme, bien entendu. Et je crois que ce qui les unit finalement, c'est plutôt le côté anti-Erdogan et par extension le côté, pour beaucoup d'entre eux, à tout le moins, le côté anti-régime présidentiel ou anti-régime ultra-présidentiel. Et je crois que Kılıçdaroğlu, en l'occurrence, a beaucoup insisté sur ce fait-là. Ce serait l'un de ses objectifs majeurs s'il venait à être élu, que de justement démanteler, on va dire, cette donne ultra-présidentialiste qui est installée. Mais pour ce qui est de l'avenir, moi je crois que le gros problème qui peut continuer à prévaloir dans le cas de l'opposition, des partis de l'opposition en général en Turquie, c'est le fait que s'il n'y a pas la mise en place d'un agenda commun et la mise en place effectivement de perspectives qui leur permettent d'émerger comme une claire alternative à ce que fait l'AKP et ce que fait Erdogan, je crois qu'effectivement l'opposition ou les oppositions à l'AKP continueront à pâtir d'une certaine faiblesse ou d'un certain affaiblissement dû au fait que finalement ils n'ont qu'un petit point d'accord qui est le fait qu'ils sont en train de rejeter Erdogan ou l'AKP de manière générale. Mais très honnêtement, c'est très dur de dire à ce stade-là. C'est vrai que si on bâtit sur les 5 années qui viennent de passer, sans oublier les 20 dernières années, on voit que l'opposition paraît, on va dire, essayer de prendre un peu plus de substance, mais sans pour autant arriver à entièrement faire la différence. 5 ans, c'est très peu à niveau politique. Même avec les résultats des dernières législatives, d'un scrutin, parce qu'il y a eu donc un double scrutin dimanche dernier. Bien sûr, mais on voit dans ce scrutin, quoi qu'il en soit, qu'effectivement la donne reste quand même plus largement. Ne change pas, oui. À l'AKP. Alors elle change quand même. Il y a une érosion de la représentation, on va dire, qui prévaut. Ça incontestablement, mais dans le même temps, je crois qu'il y a une différence qui continue à se faire. Donc, comme je disais, 5 ans sur le plan politique, ce n'est pas beaucoup. Dans le même temps, ça peut être beaucoup. Je crois que l'opposition va continuer à croire en la possibilité pour des événements clés, style le tremblement de terre, comme il est arrivé, mais ou également des événements clés style un effondrement de l'économie turque, de jouer en leur faveur. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué mais qui à mon avis a son importance également, ce sont les politiques régionales et internationales. N'oublions pas Erdogan bâtit en partie quand même, ou récupère une partie, on va dire, de la superbe qu'il a donnée à l'image de la Turquie et la manière par la Turquie a pu dealer tant avec la Russie qu'avec l'OTAN, entre autres sujets. Donc voilà, c'est pour ça que je crois qu'il ne faudrait pas exclure trop vite l'AKP de la donne, mais il est vrai que l'AKP devrait faire attention et Erdogan devrait faire attention s'il veut effectivement pouvoir bâtir dans les 5 ans à venir sur une reconsolidation de son pouvoir comme tel. Selçuk Demir, sur ce point. Il faut également tenir compte du fait que vraisemblablement, même si il faut être prudent en politique, ce sera le dernier scrutin électoral d'Erdogan. Il l'a affirmé depuis maintenant plusieurs années. Qu'il serait président de la République en 2023 pour un dernier mandat, et qu'en 2028, ce serait terminé pour lui. D'ailleurs, constitutionnellement parlant, il ne peut plus se représenter puisqu'il y a une limite de 2 mandatures de suite. Donc, l'avenir de la Turquie devra s'analyser surtout pour le après Erdogan. Alors, est-ce que pendant ces 5 dernières années, si jamais il était élu dimanche prochain, est-ce que pour ces 5 dernières années, Erdogan préparera sa succession et notamment nommera à la tête de l'AKP un candidat qui pourrait prendre sa succession?
On le verra. Mais je pense que l'enjeu politique des prochaines années, à mon avis, ce sera surtout l'après-Erdogan, dans la mesure où celui-ci a déjà déclaré qu'il s'agira de son dernier mandat. Et puis, il y a aussi une réalité physique. C'est-à-dire qu'Erdogan, maintenant, se fait de plus en plus âgé. Oui. Il y a une usure du pouvoir, on le sent. A un certain nombre de problèmes aussi médicaux, hein, il faut clairement le dire. Oui. Et il ne semblerait pas qu'il puisse, d'abord qu'il veuille, et ensuite qu'il puisse continuer à exercer le pouvoir après 2028. Il sera extrêmement intéressant de voir comment justement cet après-Erdogan pourra être organisé, notamment au sein de l'AKP, puisque d'ores et déjà, et dès maintenant, cette succession se prépare et on en parle de plus en plus. D'ici là, on peut le dire, désormais, avec cette nouvelle donne, on peut dire également qu'Erdogan est parti pour être réélu. Vous l'avez d'ailleurs bien expliqué. Est-ce qu'on peut dire, Bahram Mikail, que les critiques récurrentes sur la personnalité d'Erdogan ont finalement trouvé peu d'écho, notamment en Occident ? Alors non, je crois qu'en Occident, bien au contraire, aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau des opinions publiques, le point de vue d'Erdogan, le point de vue par rapport à Erdogan, c'est plutôt sa lecture à travers des politiques autoritaires, à travers le fait qu'il n'en fait qu'à sa tête, à travers le fait qu'il a été source de blocage, notamment au niveau de l'OTAN, alors que le gros sujet c'était l'Ukraine et la manière de soutenir Zelensky. Donc voilà, non, la vision vue de dehors. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal d'articles qui ont circulé ces derniers temps, c'est le fait que les gouvernements occidentaux n'étaient pas forcément favorables à voir Erdogan être réélu, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, vu de Paris tout comme vu de Berlin, je crois qu'il y a beaucoup de critères qui peuvent abonder dans ce sens-là. Mais rapporté à la Turquie comme telle, je crois que c'est là qu'est la donne intéressante. Je veux dire, personne ne peut commander en Turquie ou aux Turcs, ceux qu'ils doivent choisir comme tel. Mais il est vrai que ce qui est intéressant, c'est que de voir que cette vision que l'on a vue de dehors, qui est très très occidentale finalement, elle ne se vérifie pas forcément au vu des critères que les Turcs prennent en considération. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Turcs, je crois, effectivement, ont un nationalisme fort, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément, ou pour tout le monde, un ultra-nationalisme qui irait vers l'extrême droite. Non, il y a des nuances dans tout cela, mais un nationalisme fort, et je crois qu'ils se sont retrouvés que beaucoup d'entre eux se sont retrouvés, notamment à travers Erdogan et la manière par laquelle il a réussi à tenir tête par rapport à des États en disant, nous, notre intérêt, c'est notre intérêt. Donc voilà, je crois que c'est une leçon d'ailleurs, et encore, il faudra voir que les choses se confirment, mais je crois que oui, les choses semblent indiquer effectivement la réélection de Recep Tayyip Erdogan. Et je crois que la leçon à retenir vue de l'extérieur, notamment, c'est le fait qu'effectivement, les désirs que l'on a ne sont pas forcément ce que l'on voit se vérifier. Et je crois qu'il nous faut aussi une bonne dose d'humilité vue de dehors. Selçuk Demir, vous êtes franco-turc et vous avez justement votre mot à dire sur ce point, pour conclure. Oui, tout à fait. Alors, comme l'a indiqué très brillamment votre invité, en effet, il y a eu une erreur de lecture de la part des spécialistes occidentaux ou de la part même des chefs de diplomatie des pays de l'Europe de l'Ouest concernant ces élections, parce qu'on a plutôt anticipé en France, en Allemagne, aux États-Unis, une victoire de Kılıçdaroğlu dès le premier tour. Et à ce sujet, le score élevé d'Erdogan au premier tour et sa probable réélection sont apparus comme un énième pied de nez fait par le président turc, qui a encore déjoué tous les pronostics et qui a montré à quel point, justement, il y a un décalage entre la perception qu'a l'Occident de la Turquie et la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup en Occident ses désirs pour des réalités. Brièvement, Selçuk Demir. On pense que l'opposition devra forcément gagner et donc renverser Erdogan, alors que, comme on l'a pu le vérifier la semaine dernière et comme on le vérifiera encore la semaine prochaine, la majorité des Turcs est plutôt pro-Erdogan. On le verra en tout cas dimanche prochain. Il y aura donc le second tour des élections présidentielles en Turquie. Merci à mes deux invités, Selçuk Demir, avocat franco-turc, et Bahram Mikail, professeur spécialiste du Moyen-Orient à l'Université Saint-Louis
campus de Madrid. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.